Et c'est parti pour l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux cryptoactifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence aujourd'hui un point réglementaire puisque dans quelques jours, le 30 juin prochain, entre en application et en vigueur donc le règlement MiCA, Market in Crypto Asset, pour les stablecoins. C'est la première étape avant une prochaine date qui est elle le 30 décembre prochain. Mais première date dans quelques jours pour les stablecoins. Et nous en parlons avec Faustine Fleuret. Bonjour Faustine Fleuret. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes présidente et directrice générale de l'ADAN. Dans quelques jours, donc, ce texte dont on a beaucoup parlé dans l'émission, cette fameuse réglementation européenne des cryptoactifs, entre en vigueur pour les stablecoins. Alors les stablecoins, on va redéfinir ce que c'est dans un instant. Peut-être avant qu'on rentre un petit peu dans le détail des impacts sur les différents acteurs en matière de crypto-monnaies et cryptoactifs, un mot sur MiCA, cette réglementation, et pourquoi est-ce qu'on commence par les stablecoins ? Alors effectivement, MiCA est un règlement très large qui va concerner d'abord au 30 juin les émetteurs de stablecoins et tous les participants de marché au 30 décembre avec ceux qu'on connaît peut-être un peu mieux, les prestataires de services sur actifs numériques qu'on va appeler les crypto asset service providers, qui sont ceux qui permettent exactement l'échange, la conservation de cryptoactifs ou des services affiliés à investissement comme la gestion de portefeuille, le conseil, etc. Donc c'est une réglementation européenne comme vous l'avez dit, c'est-à-dire que il y aura un passeport européen attaché au fait d'être autorisé sous MiCA par une autorité, ce qui va être facilitant par rapport à l'existant, c'est-à-dire par exemple en France le régime PSAN, qui quand on est enregistré en France auprès des autorités de régulation financière, ça nous permet d'adresser au public français mais pas au public européen. Bien sûr, oui. Il faut aujourd'hui s'enregistrer un peu partout. Donc ce qui est pénible, on va dire, ce qui est coûteux, et donc ça c'est l'avantage de la réglementation MiCA qui entre en application. Et ça crée un marché européen quelque part des cryptoactifs. Complètement. Ça favorise l'expansion des acteurs à l'Europe. Ça favorise aussi l'arrivée d'acteurs internationaux en Europe pour cette clarté et cette uniformisation des règles au niveau européen. Et par rapport à la question pourquoi les stablecoins en premier, ça remonte en fait à des craintes d'il y a quelques années déjà, quand Facebook, à l'époque, Meta depuis, avait annoncé son projet de stablecoin qui s'appelait Libra, qui s'est renommé Diem et qui n'est plus un projet aujourd'hui, qui a été abandonné. Mais ça avait fait très peur à l'ensemble des autorités publiques et même de l'écosystème bancaire privé. Et c'est pour ça qu'il y avait eu beaucoup de réflexions très tôt, donc c'était 2019, et que MiCA a été le véhicule réglementaire adapté pour mettre ces réflexions en dur avec des règles relativement importantes. D'accord. Et donc on commence par les stablecoins aujourd'hui. On rappelle quand même que la différence entre un stablecoin et ce qu'on pourrait appeler une crypto-monnaie, c'est le fait que ce soit indexé, par exemple, sur des monnaies fiat, c'est ça ? Alors, il y a plusieurs stablecoins, mais on va dire la caractéristique commune, c'est qu'ils vont conserver une valeur stable. Alors, soit par rapport à une unité monétaire, un dollar, un euro, soit par exemple une once d'or, une unité de quelque chose. Mais ce qui veut dire que ce n'est pas du tout quelque chose de volatile, c'est un actif qui va avoir sa valeur stable. D'accord. Et la façon de la conserver peut être différente, soit en se référant à une monnaie, donc par exemple de l'euro, du dollar, c'est-à-dire que les émetteurs vont garder en réserve autant d'euros qu'ils vont en émettre sur la blockchain, ou alors ils peuvent se référer à une combinaison, par exemple, de cryptoactifs, de matières premières, un ensemble de droits et de valeurs, et donc là on va avoir une autre catégorie de stablecoins. Je le précise parce qu'en fait, dans la réglementation MiCA, il y a deux sous-régimes des stablecoins duquel on parle. Alors on connaît peut-être mieux les stablecoins indexés à des devises, bien sûr. C'est aussi ceux qu'on connaît le plus, le Tether, l'USDC, etc. On connaît peut-être un petit peu moins cette deuxième catégorie de stablecoins. Ces deux stablecoins, deux catégories, ces émissions de stablecoins vont être réglementées par MiCA à partir du 30 juin. Qu'est-ce que ça change concrètement pour des émetteurs de stablecoins dès le 1er juillet ? Alors, il y a plusieurs obligations qui vont leur être incombées, qui sont, on va dire, relativement pareilles selon le type de stablecoin dont on parle, à quelques peu de choses près, mais dans les grandes obligations, on va avoir notamment l'obligation d'information aux souscripteurs, c'est-à-dire donner l'information sur qui est l'émetteur, qu'est-ce que le jeton octroie en termes de droits, quelle est sa valeur, quels sont les risques, etc. Aussi des obligations en matière d'avertissement auprès du public qui va souscrire ces stablecoins, le risque d'illiquidité, le fait que... Comme un produit financier quelque part. Voilà, de toute façon, la réglementation MiCA, qu'on parle des stablecoins ou des PSAN plus tard, c'est vraiment inspiré de la réglementation financière traditionnelle
traditionnels. Et d'ailleurs, sur les stablecoins, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que pour émettre des stablecoins euro-dollar, par exemple, donc ceux indexés sur une devise, il faut être établissement de monnaie électronique ou établissement de crédit. Donc il faut être encadré par la réglementation financière traditionnelle. Donc obligation d'information. Obligation d'information, obligation sur la réserve, la façon de la sécuriser, la façon de l'investir, le droit au remboursement, par exemple, aussi très important, des reporting aux autorités, une supervision qui n'est pas forcément claire concernant les stablecoins de la deuxième catégorie, mais s'agissant des stablecoins dollars ou des stablecoins euros, ils seront demain supervisés par les autorités nationales bancaires, donc par exemple la CPR en France, sauf si, et ça c'est une nouvelle règle et c'est justement inspiré de ce qui a fait peur quand Libra a été annoncé, pour des stablecoins dits systémiques, c'est-à-dire qui font peser un risque significatif selon des critères qui sont clairement établis, il y a une supervision européenne des émetteurs de stablecoins à ce niveau-là. Ça, c'est pour les émetteurs de stablecoins. Est-ce que ça a un impact à court terme pour les PSAN qui eux-mêmes verront cette entrée en application donc de la réglementation MiCA, mais plutôt à la fin de l'année? Complètement. Demain, pour les stablecoins dont les émetteurs ne seront pas en conformité avec MiCA, ces stablecoins ne pourront pas être listés par les PSAN qui doivent se mettre en conformité avec MiCA. Donc ils ne pourront plus être proposés au grand public si jamais on n'est pas en conformité avec la réglementation. Au public européen, d'accord. Donc voilà, il y a déjà des plateformes qui ont annoncé délister certains stablecoins à partir du 30 juin. D'accord. Et donc l'ensemble des PSAN qui sont en train de se préparer et se mettre en conformité avec MiCA pour être prêts au 30 décembre ont cela en tête. Par contre, il y a des questions et des flous encore aujourd'hui pour les PSAN par rapport à l'entrée en application de ce régime des stablecoins, notamment parce que les stablecoins, pour ceux dont je parlais, les stablecoins dollars ou les stablecoins euros, il y a une question sur l'interprétation d'une des dispositions de MiCA qui dit que c'est assimilé à de la monnaie électronique. D'accord. Or, de la monnaie électronique, c'est considéré comme des fonds. Et quand on fait des transferts de fonds, sous la réglementation traditionnelle, en fait, c'est un service de paiement. Et auquel cas, il nous faut une autre autorisation, celui de prestataire de services de paiement. Sauf que ça, c'est une interprétation qui est très floue, sur laquelle nous, le secteur, l'ADAN, nous ne sommes pas d'accord avec l'interprétation de la Commission européenne ou de l'autorité européenne bancaire, et qui a des conséquences graves, c'est-à-dire tout ce qui serait du transfert de stablecoin euro demain, donc de ces electronic money tokens dont on parle, il faudrait une autorisation supplémentaire pour des acteurs qui sont déjà en train de se mettre en conformité avec une réglementation spécifique qui est MiCA. Et le sujet est débattu, discuté aujourd'hui ou... Tout à fait, avec les institutions européennes, avec les autorités françaises, parce que la question, finalement, elle est assez urgente si on prend le 30 juin comme échéance pour savoir ce qu'il faut faire. Donc oui, c'est un flou assez important. Un autre flou qui peut être important aussi à relever, c'est sur les stablecoins décentralisés dont on n'a pas encore parlé, c'est-à-dire ceux où il n'y a pas un émetteur personne morale derrière, là où la réglementation MiCA, finalement, est-ce qu'elle s'applique, puisqu'elle s'applique à une émission centralisée de stablecoins? Qu'est-ce qu'on fait de la finance décentralisée quand il y a des stablecoins? Voilà, là aussi, il y a des questions sur lesquelles il faut absolument qu'on puisse avancer rapidement. Merci beaucoup, Faustine Fleuret, de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes présidente et directrice générale de l'ADAN. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.